aime le média, Lundi Santé. Lundi Santé ce matin, et aujourd'hui nous abordons le sujet de l'impact de la technologie sur notre bien-être à tous. Selon une étude récente, le temps passé devant les écrans a augmenté de 460% entre 2011 et 2021, avec une moyenne de 100 consultations de smartphones par jour. Il est difficile d'ignorer l'importance de limiter notre temps d'écran pour notre santé mentale et physique. Notre invité est un expert en bien-être digital. Il peut aider les individus et les organisations à réduire les distractions numérique en adoptant de meilleures habitudes en matière de technologie. En effet, il est désormais courant de passer en moyenne 120 minutes par jour sur son smartphone, ce qui peut nuire à la productivité et au bien-être au travail et dans la vie de tous les jours. Nous accueillons ce matin Gabriel Pitt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine de ce livre, Être présent. Oui. Voilà, et vous êtes là ce matin pour nous parler justement de cette maîtriser nos habitudes digitales et booster notre vie. C'est ça? C'est bien résumé? Tout à fait, très bien résumé. J'ai décidé d'écrire ce livre parce qu'en fait j'ai constaté, comme beaucoup de personnes, que la technologie numérique prenait de plus en plus d'importance dans nos vies. Et puis il y a beaucoup d'études qui le démontrent. Et en plus des études, c'est vrai que si on regarde autour de nous, on voit beaucoup de personnes qui sont sur leur smartphone plutôt que peut-être échanger avec d'autres personnes. Et puis c'est vrai que j'ai voulu creuser le sujet principalement parce que c'est une photo que j'ai mis dans le livre. J'étais à un concert en 2018 et j'ai pris quelques photos comme tout le monde le fait aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quelques jours plus tard, je regarde les photos et je vois un enfant qui ne regarde pas le concert mais qui est sur son smartphone. Et ça, c'est un déclencheur pour moi de me dire, là, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe, un phénomène sociétal. Et puis plus au niveau personnel, un des éléments clés aussi, c'est que de temps en temps, je regarde un match de foot à la télé et je n'arrivais plus à regarder seulement un match de foot en me disant, tiens, c'est super. Parce qu'en fait, je trouvais ça ennuyeux. Il n'y avait pas assez de dynamique. Et je prenais mon smartphone. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que je n'étais ni concentré sur le match de foot, ni sur ce qui se passait sur mon smartphone. Et pour comprendre ce phénomène-là, en fait, voilà, j'ai suivi une formation en bien-être digital pour pouvoir après conseiller d'autres personnes. Et pourquoi j'avais ce problème avec le foot? Ce n'est pas en fait que le match de foot n'était pas assez dynamique, mais c'est simplement que... Quelle équipe? C'est peut-être ça aussi. Alors je me rappelle plus, j'ai pas... Non, alors moi je regarde plutôt les grands matchs de Champions League avec des grandes équipes. Mais je vous en... Mais en fait, ce qui se passait, c'est que comme j'étais hyper stimulé, du matin au soir en permanence, et bien dès qu'il y avait des moments un peu plus calmes, je me retrouvais là à me dire, il n'y a pas assez d'action en fait. Et ça m'a permis de comprendre et de vouloir comprendre et de creuser ce sujet-là. C'est un vrai problème de société, ce que vous êtes en train de dire, où tout doit aller très très vite, où finalement on oublie que s'embêter, ça fait aussi partie de la vie et que c'est important. Et que finalement, prendre son temps aussi, c'est important. Mais là, on ne nous laisse jamais le temps de prendre son temps, en quelque sorte. Il faut toujours que ça aille vite. Donc effectivement, ça ne suffit pas de regarder simplement la télévision. Souvent, il faut encore avoir son téléphone à côté et un ordinateur pas loin pour pouvoir peut-être faire autre chose pendant qu'on est en train de regarder un écran, c'est ça hein? Tout à fait, c'est ça, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est plutôt dans un état de surstimulation, c'est-à-dire qu'on a tout le temps des stimuli. Par exemple, vous voulez le matin, vous prenez votre smartphone parce que c'est votre réveil, vous regardez toutes vos messageries, les nouvelles, ainsi de suite, vos mails, et puis ensuite vous commencez votre journée, vous êtes... de nouveau hyper sollicité pendant votre travail. Je discutais de ça la semaine passée avec une copine qui me disait moi je réponds dans mes groupes pendant le travail alors que je pourrais le faire le soir. Sauf que si elle répond pas, elle a des attentes. Donc on a aussi cette question d'instantanéité aujourd'hui qui fait qu'on doit toujours répondre tout de suite. Et une des problématiques, c'est qu'on n'arrive plus à se concentrer. Vous avez parlé de l'ennui très justement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a perdu cette habitude de s'ennuyer, puisqu'aujourd'hui, dès qu'on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? Par habitude ou par réflexe, on va regarder qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Et l'ennui est hyper important, c'est ce qu'on doit... on doit avoir ces espaces durant notre journée. Donc, par exemple, pour vous, c'est permettre de rédiger vos articles, préparer votre mission, parce qu'en vous ennuyant, vous allez trouver les idées, vous allez être créatif, et si on n'a plus ces moments d'ennui, eh bien, on perd en créativité, par exemple. Donc c'est quoi? C'est de l'addiction, c'est de la dépendance? C'est pas la même chose, hein, les deux? Non, c'est pas la même chose. Je dirais qu'aujourd'hui, ce dont je m'occupe, c'est plutôt de l'usage excessif, parce que l'addiction à la dépendance, c'est quelque chose qui doit être traité par un médecin ou un psychiatre, quelqu'un qui a étudié la médecine, ce que je n'ai pas fait. Moi, je m'occupe des usages excessifs, et pour changer les usages excessifs, je traite les habitudes. Par rapport à l'addiction à la dépendance, c'est vrai qu'il y a une partie des usagers qui ont malheureusement ces problèmes.
mais ça représente une partie de la population qui n'est pas la majorité. Par exemple, la semaine passée, il y a une étude qui est sortie pour la Suisse et qui mentionnait que 10% des filles de 15 ans et 4% des garçons âgés de 15 ans avaient des usages problématiques type addiction. Et c'est vrai que là, c'est des spécialistes qui doivent aller les aider. Personnellement, comme je l'ai dit, je traite les usages excessifs. Et pour changer cela, en fait, il faut changer d'habitude. Donc moi, je suis un spécialiste des habitudes qui vous permet de reprendre le contrôle de votre attention. Aime le média, lundi santé. Lundi santé ce matin, maîtriser vos habitudes digitales, booster votre vie, être présent, c'est le bouquin de notre invité ce matin, Gabriel Pitt, qui répond à toutes les questions et qui répond à tous vos messages et commentaires que vous envoyez dès maintenant via notre numéro WhatsApp à votre disposition 079 121 9000 ou via le QR code qui s'affiche ici sur le bas de votre écran si vous êtes devant votre télévision. Merci d'être avec nous, Gabriel Pitt, ce matin. On parlait de la différence entre l'addiction et la dépendance, tout à l'heure, avec tous ces engins qu'on a autour de nous, le téléphone portable, l'ordinateur, tous ces écrans aussi. On le disait, on est toujours complètement dedans finalement. C'est ça qui rend un peu les choses un petit peu compliquées. Mais finalement, est-ce qu'on ne nous force pas à devenir un peu comme ça? Parce que je pense au télétravail. Aujourd'hui, le télétravail, c'est aussi quelque chose qui est devenu, depuis le Covid, une expérience que beaucoup de personnes vivent aussi. Donc là, finalement, on n'a pas vraiment le choix. Est-ce que c'est aussi un stress supplémentaire lié à tout ce que vous évoquiez tout à l'heure? Alors déjà, je reviens sur le sujet de l'attention parce que c'est ce qui est capital aujourd'hui. On est sollicité en permanence et notre attention devient une lutte aujourd'hui pour les grands industriels de cette économie-là. Et effectivement, quand vous êtes au travail, le risque qu'il peut y avoir, que ce soit en télétravail ou au travail, c'est la distraction. C'est-à-dire qu'on a pris ces habitudes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dès qu'on a un petit moment de libre, on va prendre par réflexe son smartphone pour consulter un peu les news ou d'autres informations. Ce qui fait qu'on parle souvent de disruption maintenant dans l'économie. Et bien là, on a une certaine disruption de notre attention, ce qui fait qu'on a de la peine à se concentrer. Donc ça, c'est un des premiers phénomènes pour le travail. Et puis je dirais que pour le télétravail, c'est vrai que, alors on a été un peu mis devant le fait accompli obligatoirement. Et ce qui se passe dans les entreprises, c'est qu'on est dans cette période de transition, transformation digitale. Et peut-être qu'on a oublié de mettre un petit peu l'humain au milieu de cette transformation digitale. Parce qu'on a des outils qui sont mis en place, qui augmentent la productivité. Mais on a peut-être parfois oublié, ou c'est pas forcément un oubli, mais par manque d'expérience, transmis à ses collaborateurs ou ses collègues comment utiliser au mieux ces outils-là. Et je vous donne un exemple pour illustrer ceci. Si vous faites des visioconférences et que vous les enchaînez sans pause, eh bien votre cerveau ne peut pas suivre simplement parce que c'est comme pour votre corps. Si je vous demande de courir sur un tapis avec une inclinaison à 8 pendant 4 heures de suite, à un moment, vous allez tomber du tapis, et vous avez déjà vu ces vidéos assez drôles où vous giclez du tapis. Eh bien, votre cerveau, c'est la même chose, il a besoin de pause. Or, ce sont des nouveaux usages qui se sont mis en place. Et mon rôle, quand je vais dans les entreprises, c'est justement d'harmoniser ces différents usages et d'expliquer aux collaborateurs comment faire pour qu'ils aient un meilleur bien-être. C'est ce que vous avez mentionné en introduction. Et puis, ça permet d'augmenter la productivité parce que d'être dans le multitâche, c'est la manière dont on fonctionne aujourd'hui, eh bien, notre cerveau n'est pas programmé pour ça à la base. D'accord. Donc vous êtes un coach en quelque sorte, un consultant. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce qu'on pourrait vous décrire? Puisque c'est pas de la médecine, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est quoi? Vous êtes coach en quelque sorte? Alors, si vous voulez, je fais du coaching avec certains particuliers, mais si vous voulez, moi, je privilégie plutôt les expériences en groupe, parce qu'il y a un partage d'intelligence collective qui est important. Donc, chacun peut bénéficier des expériences. Donc, je suis consultant parfois quand les entreprises ont besoin de conseils, mais je peux me transformer en coach pour certaines personnes. Et je peux faire aussi du mentorat, c'est-à-dire que j'aide des personnes qui ont déjà une certaine conscience de ça et qui ont plus besoin que je m'asseye dans le siège du copilote et que je les guide en fait. Donc je peux avoir plusieurs casquettes, mais je dirais que pour les entreprises, c'est vraiment plutôt un rôle de consultant que j'ai auprès des entreprises. Parlons encore du télétravail. J'y reviens, je suis désolé, parce qu'avec le télétravail, on ne fait plus forcément la différence entre le plaisir qu'il y a d'être à la maison, entre ce qui devrait être finalement le congé, le repos, et le travail, où là, on se déplace pour travailler, il y a un lieu de travail avec son bureau, son ordinateur, etc. etc.
Là, il n'y a pas un risque aussi, finalement, de se dire que je reste à la maison, je travaille en training sur mon canapé, et puis je travaille à distance sans véritablement avoir l'impression de travailler. Il n'y a pas un risque là? Alors, si vous voulez, quand on reprend l'organisation du travail il y a peut-être 15 ans en arrière, ou 20 ans, c'est vrai qu'on pouvait terminer son travail en fermant son laptop pour certains types d'entreprises et d'organisations. Donc ça veut dire qu'on avait vraiment cette coupure qui nous permettait de nous aérer l'esprit et puis d'avoir d'autres sources d'inspiration et de trouver d'autres idées. C'est vrai qu'aujourd'hui, le risque, c'est d'être en flux tendu. C'est ça. Comme je le mentionnais tout à l'heure, vous vous levez le matin, vous êtes déjà en train de consulter vos mails du travail. Le soir, avant de vous endormir, vous regardez de nouveau vos mails du travail. Le week-end, vous regardez vos mails du travail. En vacances, vous faites des présentations pour votre travail. Et ce qui fait que vous avez, comme je le disais tout à l'heure, un risque sur la productivité, sur la créativité, la prise de décision, parce qu'en fait, vous êtes toujours surstimulé. Vous n'avez pas ce moment de pause qui vous permet justement de récupérer et d'accorder un peu de répit à votre cerveau. Je pense qu'aujourd'hui, on a un des éléments qu'on a vraiment perdu, hormis l'ennui dont on a parlé tout à l'heure, c'est la contemplation. Je vais paraître peut-être un peu extrême ou sortir d'ailleurs en parlant de contemplation, mais je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de peine à rester tranquille, à simplement contempler les choses de la vie. Je crois beaucoup au bienfait de la nature, et c'est prouvé par beaucoup d'études scientifiques. Une balade, par exemple, dans la nature amène beaucoup de bienfaits. Et je pense que ça, c'est quelque chose, à contrario de cette surstimulation, qui peut permettre aux gens de réduire ce niveau de surstimulation. Alors, surstimulation, mais en même temps sédentarité extrême, puisque là, finalement, l'idée, c'est d'être de plus en plus tranquille, pas envie de se bouger. Il y a un problème là aussi. On en parlait un petit peu hors antenne. Aujourd'hui, on peut directement se commander à manger avec un clic sur son téléphone. On peut travailler depuis la maison. Donc, on est surstimulé, mais on n'a plus envie de se bouger, par contre. C'est ça ? Alors, il y a cet effet-là qui est aussi lié à la pandémie, en fait, c'est qu'on s'est retrouvé de plus en plus à la maison, parce qu'on a été contraints, mais en fait, on s'est dit, tiens, c'est quand même pas mal, en fait, ici, on peut finalement se couper de l'extérieur et éviter certaines menaces, qui aujourd'hui, il y a plus de menaces comme ça peut être le cas avant, et on est dans cette boucle, on peut être dans cette boucle, c'est-à-dire que on fait du télétravail, les frontières entre vie privée et vie professionnelle s'estompent, et on se retrouve à la maison, plutôt que de faire ses courses et de choisir les aliments qu'on va déguster, eh bien on commande effectivement les plats. Ça veut dire qu'on perd aussi peut-être l'activation de nos 5 sens, puisqu'on est beaucoup sur les écrans, donc c'est plutôt visuel et tactile. On perd aussi cette utilisation de l'essence. Et on a cet effet de sédentarité, puisque on est à la maison, on reste dans notre canapé, ensuite, on consulte nos écrans, on commande à manger, et effectivement, on bouge moins, en fait. Et ça, c'est un risque, et j'ai un exemple pour illustrer ceci, c'est que j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui s'occupait du recrutement de l'armée nationale, mais pas en Suisse, à l'étranger. Et il disait que depuis 2016, les recrues, il avait vu vraiment une différence au niveau morphologique. Et il me disait, parce que simplement, ces personnes-là, elles vont plus grimper dans les arbres dans leur jeunesse. Et on a ce risque-là, en fait. On va dans le mur ? Alors, moi, je suis plutôt optimiste par nature. Donc, je pense qu'il faut toujours voir les bénéfices et les avantages. Donc, ce que je préconise, moi... Verre à moitié plein ou à moitié vide. Voilà. Et moi, ce que je préconise, ce n'est pas d'aller habiter dans la forêt, de manger des chenilles ou des petites plantes. Ce que je préconise, c'est plutôt de reprendre le contrôle de ces outils-là. C'est-à-dire qu'il faut sortir un peu la tête du guidon, lever la tête du guidon. Et puis se dire, qu'est-ce qui est utile pour moi sur le smartphone. Donc avant, on avait des téléphones qui étaient appel SMS, donc ça c'est utile, comme l'agenda, moi je trouve ça magnifique, la météo c'est magnifique, enfin, vous avez plein d'applications, écouter de la musique c'est magnifique. Et puis qu'est-ce qui est futile futile. Et l'objectif, c'est que si vous passez 4 heures par jour sur votre smartphone, c'est 1500 heures, 2 mois par année, la question est de se poser, est-ce que sur ces 4 heures-là, qu'est-ce que je conserve qui m'est vraiment utile, et qu'est-ce que je réduis qui est plus futile. Parce que si on passe 4 heures par jour à regarder des choses qui sont futiles, ça peut représenter, selon votre espérance de vie, entre 10 et 15 ans de votre vie sur le smartphone. Vous voyez, 10 et 15 ans, quand je dis ce chiffre-là, je pense que ça résonne chez vous. Ça résonne chez vous, et de vous dire, tiens, peut-être que je dois réduire un petit peu et conserver les choses qui sont utiles, parce qu'il y a beaucoup de choses positives avec la technologie, bien évidemment. Aime le média, lundi santé.
Lundi Santé avec Gabriel Puit qui est avec nous, qui sort ce bouquin que l'on vous conseille ce matin. Maîtrisez vos habitudes digitales, boostez votre vie. On l'a dit, hein, c'est le vrai terme, c'est quoi? Coach ou consultant? Qu'est-ce que vous préférez? Alors moi, je me définis comme expert en bien-être digital. Voilà, parce expert en bien-être digital. J'ai fait une formation, ensuite j'ai aidé pas mal de personnes justement à changer leurs habitudes digitales. D'accord, merci. Alors je vous poserai plus cette question, promis. Merci d'être avec nous ce matin. On a reçu pas mal de messages, de commentaires et de questions sur le 079 121 9000 et via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. On va y revenir d'ici quelques instants. On l'évoquait aussi hors antenne, là il fait super gris dehors, on en a un petit peu marre de cette météo un peu maussade, on a envie d'avoir du soleil en ce moment, ça aussi, quand il fait ce temps-là, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de se bouger, on a plutôt envie de prendre son téléphone ou son ordinateur et puis se planter devant la télé, j'imagine. Hein, ça joue sur le moral en fait. Ça joue sur le moral, beaucoup de personnes réagissent de la sorte, ça aussi c'est important, c'est un constat que vous avez pu faire dans votre travail? Oui, je pense qu'une des choses que je recommande, c'est l'activité physique. Ouais. Ça, c'est un élément clé dans notre vie, puisque ça stimule, c'est bien pour le corps et l'esprit. Ouais. Ça stimule l'inspiration, la créativité. Donc, ici, peut-être pour déclencher ces envies-là, c'est de trouver un rituel. Simplement qui, une fois que vous avez trouvé ce rituel-là, va vous permettre, même s'il pleut, de sortir, vous prenez un bon kawaii. Alors c'est vrai qu'en hiver c'est un peu plus difficile, mais c'est de créer un rituel. Par exemple, je vous donne le mien, hein, moi je fais encore différents sports. Par exemple, je fais du sport le soir vers 20h15, 20h30. Une fois que j'ai mis mon short, en fait, je suis inarrêtable. Ça veut dire que j'ai ce pic de fatigue qui vient aussi en fin de journée. Mais je mets mon short, c'est mon rituel, et là, ça tourne. Et je vais faire 1 heure de sport en soirée, malgré la fatigue. Et puis c'est vrai que j'ai dormi mieux. Alors, pas tout de suite, parce qu'après, forcément, il faut redescendre un peu. Mais j'avais eu aussi un conseil comme ça que j'avais partagé avec des amis, qui était en fait que tu ne regrettes jamais une session de sport. Donc il faut garder ça en tête. C'est une fois que tu as fait ta session de sport, tu es tellement bien que tu ne regrettes jamais. Ça, c'est le deuxième conseil que je peux donner, hormis de trouver ce rituel. C'est vrai qu'après du sport, on se sent toujours bien. Donc, mais avec le soleil, c'est mieux quand même. Alors avec le soleil, c'est encore mieux, bien évidemment. Mais s'il n'y en a pas, il faut se forcer un peu et sortir de sa zone de confort. Ouais, évidemment. Alors, on a reçu des messages ce matin sur notre numéro WhatsApp. C'est Elsa qui nous lit tout ça. Alors, David, est-ce qu'il faudrait des applications plus compliquées à utiliser afin de refaire travailler notre cerveau ? Alors, merci David pour cette question. Donc, je tiens à souligner qu'on a maintenant un des bénéfices de la technologie, puisqu'on peut avoir une télévision sociale, c'est-à-dire qu'on peut interagir avec des auditeurs en direct. Donc ça, c'est un des bénéfices que je tiens à souligner. Et puis, sur la question de David, moi, ce que je préconise, en fait, c'est plutôt reprendre le contrôle, on va dire, naturellement. C'est-à-dire que dans mes formations, j'incite les gens à ne pas essayer de mettre en place différentes applications parce qu'il y en a beaucoup qui vous permettent, mais c'est plutôt, on parle toujours d'intelligence artificielle, moi je parle d'intelligence de l'être humain, et je pense qu'on est suffisamment intelligent avec un peu de volonté. On doit essayer de reprendre le contrôle par soi-même, mais forcément, il faut avoir une méthode. C'est pas simplement en essayant de, par exemple, changer ses notifications que vous allez réussir à changer. Ça prend un petit peu plus de temps et il y a une méthode pour le faire parce que nos usages sont le fruit de méthodes complexes qui font qu'on passe autant de temps en fait. Donc les applications, je pense qu'une première chose à faire, c'est effacer toutes celles que vous n'utilisez pas, si je peux conseiller David. Et puis après, essayez également de réduire l'usage. Vous avez la possibilité de bloquer l'usage de son application à 1 minute. C'est un conseil que je donne à tout le monde. Et en fait, vous avez ce message qui s'affiche après 1 minute. Ce qu'il faut faire vraiment attention avec cette minute-là, c'est qu'on a tendance à tout de suite appuyer dessus. Et c'est à ce moment-là où il faut vraiment prendre conscience de tiens, si j'ai mis cette limitation de temps à 1 minute par application, eh bien maintenant, je vais décider de ne pas continuer. Alors, or, le réflexe qu'on a aujourd'hui, c'est tout de suite appuyer et de continuer, parce que forcément, on a du plaisir à faire ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ouais, c'est ça. Et parler de l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de ChatGPT en ce moment, là aussi, ça va nous ramollir le cerveau, tout ça, non ? C'est intéressant parce que moi je fais partie d'un réseau global de personnes qui s'intéressent au bien-être digital et on a eu la semaine passée justement une conférence sur le sujet de l'intelligence artificielle mais sous l'angle du bien-être digital. Et en fait ce qui ressort à ce moment-là en fait c'est qu'effectivement il y aura des bénéfices parce qu'on nous le dit, il y a des risques, on entend aussi beaucoup de risques avec des grands spécialistes qui travaillent dans des grandes entreprises qui sont partis aujourd'hui qui parle de risques plus grands que par exemple la partie durabilité.
C'est vrai que ça va vraiment bouleverser notre monde. Alors moi, j'ai pas une boule de cristal pour dire exactement qu'est-ce qui va se passer, mais par exemple, au niveau du travail, ça va révolutionner la manière dont on va travailler. Là, il y a l'OEF qui a sorti un rapport, c'est à peu près 50% des gens qui vont devoir faire des formations complémentaires d'ici les 5 prochaines années pour pouvoir être capable de gérer ça. Donc voilà un petit peu ce qui est ressorti aujourd'hui. Nous, ce qu'on a discuté la semaine passée, c'est que on va avoir le gros challenge, ça va être la confiance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ici, on se parle, mais est-ce que demain, je serai ici, est-ce qu'on va se parler? À qui, en fait, est-ce que j'ai affaire vraiment dans ce nouveau monde avec l'intelligence artificielle? Donc cette question de confiance, elle est critique. Et je pense que l'État ou le régulateur va devoir mettre des choses assez rapidement en place pour que tout le monde puisse être sûr que quand on interagit avec quelqu'un, que ce soit sur Internet, sur le web ou avec nos écrans, est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment une personne avec qui on interagit. Puis le deuxième point, peut-être au niveau productivité, c'est que on va être plus rapide. On va être plus rapide pour faire des choses, mais peut-être que la qualité va être un peu moins élevée que si c'est un humain qui crée vraiment de lui-même, puisque on a déjà... moi, j'ai par exemple des personnes qui me disent qu'ils arrivent à identifier si ça a été écrit par ChatGPT, prenons cet exemple-là, ou par quelqu'un d'autre. Donc, on va être confronté à cette question de confiance. Mais le fait d'être plus rapide, est-ce qu'on va vraiment gagner du temps ? Ça dépend de ce que vous en faites avec. Si vous êtes plus rapide pour créer des choses avec ChatGPT, vu qu'après vous allez passer du temps à regarder... moi, je pense que c'est une question de pertinence et de qualité. C'est comment vous réutilisez le temps que vous allez gagner. Et si c'est pas quelque chose qui est pertinent pour vous et qualitatif, eh bien, forcément, votre temps ne va pas être mieux investi. Je reviens sur les balades dont je parlais tout à l'heure, ou l'activité physique. Si vous gagnez du temps et que vous pouvez faire ça, super. Si vous gagnez du temps pour aller regarder des petites vidéos de chats qui sautent du canapé à la table du salon et qui tombent, ça vous fait bien marrer un petit coup, mais si c'est 3 minutes et vous passez à 30 minutes, c'est un petit peu moins utile. D'autres questions sont arrivées, d'autres messages sur notre numéro WhatsApp, Elsa. Alors ça, c'est plutôt pour les entreprises. Gilliane, elle dit, quels sont les enjeux pour les DRH, donc la direction ressources humaines dans les entreprises? Oui, alors merci pour cette question. Pour les DRH, en fait, je pense que la question, elle est multiple, mais je dirais que la première chose, on parle beaucoup de bien-être aujourd'hui au sein des entreprises, parce que dans tout ce qui s'est passé les 2 dernières années, enfin je ne vais pas le rappeler, ce qu'on a vécu, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une transformation qui se fait, où on parle de transformation digitale, et peut-être que l'humain n'est pas assez mis au centre de cette transformation-là, donc c'est beaucoup des outils qui permettent d'améliorer les process, la productivité. On donne des outils aussi aux collaborateurs parce que la manière dont on travaille n'a pas changé. Le travail va rester... la manière dont on va travailler reste la même. Sauf qu'on donne des outils aux personnes. Et en fait, souvent, on parle des fonctionnalités des outils, mais on ne parle pas comment interagir. Je vous donne un exemple tout simple. Vous avez une messagerie instantanée à votre travail. Donc aujourd'hui, on pense qu'on doit répondre aux sollicitations en permanence dans l'instantanéité. Or... cela ne nous permet plus de nous concentrer sur des problèmes complexes. Je vous donne un exemple, vous êtes en train de faire une offre pour un mandat, 50 000 francs, prenons un exemple, et puis à ce moment-là, vous avez des notifications qui apparaissent sur votre écran. Ça va être très dur de vous concentrer sur cette offre-là. Et puis, une spécialiste de l'organisation du travail qui s'appelle Gloria Marx, qui est américaine, a fait beaucoup d'études, ça fait 20 ans qu'elle est dans ce domaine-là. Elle a constaté que si vous êtes vraiment concentré sur une tâche et que vous recevez un tweet, moi, j'avais cet exemple-là, je disais toujours, je reçois une notification, chat écrasé sur l'autoroute entre Rolle et Aubonne. Eh bien, vous avez besoin de 23 minutes pour retrouver le même niveau de concentration. Voilà. Donc, ça, c'est un impact concret sur les collaborateurs. Et puis, d'autres impacts, c'est, en discutant avec mes clients, c'est les différences d'usage entre les collaborateurs. Parce qu'il y a autant d'usages que d'usagers finalement. Ça veut dire que vous avez des conflits entre, tiens, lui, comment ça se fait qu'il met son petit point rouge qu'il n'est pas atteignable, alors j'aimerais l'appeler, le contacter sur la messagerie instantanée. Tiens, moi j'utilise seulement mon tel pendant les pauses. D'ailleurs, on dit mon tel maintenant, hein, comme mes clients plus jeunes, c'est le tel. Eh bien, lui, il est 2 heures sur son tel, alors que moi, je n'utilise pas. Donc, ça crée aussi des conflits. Voilà. Et puis, il y a effectivement des questions d'usage, comment utiliser ses emails. On est beaucoup dans l'écrit aujourd'hui, mais peut-être que ça va disparaître aussi. Donc, toutes ces interactions-là, en fait, instantanéité, qu'est-ce qui est urgent, important, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, je pense que pour les DRH, c'est harmoniser tous ces outils et puis faire en sorte qu'au sein de l'entreprise, vous ayez une charte d'usage qui dit, voilà, par exemple, pour la direction,
Vous pouvez pas être membre de la direction et puis tout d'un coup le samedi à 17h, vous avez un problème dans votre entreprise, puis dire moi je suis pas atteignable le samedi à 17h. Par contre, si vous êtes un collaborateur, vous avez un contrat de 42 heures, vous travaillez du lundi au vendredi, on va pas vous demander d'être disponible le samedi à 17h comme le dirigeant. Donc tout ça, c'est des questions d'harmonisation pour les entreprises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le bien-être, c'est un des sujets numéro 1 pour les DRH. Et le bien-être digital en fait partie. C'est émergent dans les pays anglo-saxons. En Suisse, c'est pas encore très connu. Mais moi, je me spécialise dans ce domaine-là pour aider les collaborateurs à augmenter leur bien-être et augmenter la productivité de l'organisation. Aime le média, lundi santé. L'omniprésence de la technologie dans tous les secteurs d'activité remet en question les cadres d'évaluation traditionnels. On en parle ce matin avec Gabriel Pil, notre invité, auteur de ce bouquin Être présent. Maîtrisez vos habitudes digitales, boostez votre vie. Il répond aussi à nos questions, vos questions et vos commentaires reçus sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000 via notre QR code également. Et comme le temps passe très vite, Elsa, je te passe directement la parole. Je crois que tu as encore 2-3 messages qui sont arrivés ce matin. J'ai encore une tonne de questions, mais on va pas avoir le temps. Bon. Okay. Alors Viviana, quelles ont été vos inspirations principales pour ce livre? Alors, il y a 2 aspects. C'était d'abord mon expérience personnelle que j'ai retranscrit dans le livre. Donc j'explique un petit peu comment je suis arrivé à ces conclusions-là et puis par quoi j'ai passé quand j'étais plus jeune. Donc le Nokia 3330, je fais un peu de pub, mais voilà, on savait écrire des messages sans regarder le clavier parce qu'on connaissait 3 fois sur le 1, c'est le A, oui, c'est le... je me rappelle plus maintenant. Mythique ce Nokia. Voilà. Donc je parle un petit peu de ça pour faire un parallèle avec notre évolution. Et puis après, ce que j'ai fait dans un deuxième temps, c'est consulter beaucoup de scientifiques, beaucoup d'inspiration, voilà, des études, et puis aussi des personnes qui, par exemple, j'utilise Charles Aznavour comme citation, qui dit par exemple, la modernité c'était pas d'être moderne, mais c'est de s'adapter à son temps. Je trouvais que ça c'était vraiment quelque chose d'actuel puisqu'on doit s'adapter. Enfin voilà, je cite aussi Steve Jobs par exemple, ou Eric Schmidt qui est le fondateur de Google, donc aussi des gens de la technologie. Voilà, c'est un peu les sources d'inspiration. Et puis je tiens à souligner aussi, et je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce livre, parce qu'un livre comme ça, en fait, je suis auto-édité, c'est beaucoup de participants, parce qu'il y a beaucoup de connaissances où je ne suis pas expert, et j'ai sollicité d'autres experts qui m'ont aidé, tout comme des personnes qui ont relu le manuscrit. Enfin voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Et voilà, c'est un bel achèvement de pouvoir le présenter aujourd'hui en votre compagnie. Okay. Dernière question. Ok, Théa. Aujourd'hui, selon vous, est-ce que nous contrôlons la technologie ou bien est-elle qui nous contrôle? Alors, c'est qui Estelle? Non, c'est nul. Il y a alors beaucoup de personnes ont déjà développé sur ce sujet-là. Par exemple, Tristan Harris ou Yuval Noah Harari, qui est un philosophe historien. Et en fait, ce qu'ils disent, en fait, c'est que la technologie doit être à notre service plutôt que nous soyons à son service. Là, je reposerai plutôt l'autre question aux auditeurs, c'est est-ce que vous pensez être contrôler la technologie ou c'est elle qui vous contrôle? Et puis, pour répondre à cette question, c'est de pouvoir vous dire, est-ce que quand j'ai un moment d'ennui, est-ce que par réflexe, je vais prendre mon smartphone ou non? Mais c'est difficile, ça, de le faire quand même mentalement. Et je pense qu'il faut vraiment se mettre dans des conditions assez spéciales pour pouvoir se fixer des objectifs et moins utiliser notre téléphone quand même. Alors, disons que pour le faire, il y a déjà une prise de conscience. Donc aujourd'hui, vous me donnez l'opportunité de permettre à plus de personnes de prendre conscience de ces usages. Et puis après, c'est vrai que c'est comme quand vous voulez, par exemple, commencer le sport ou vous voulez changer votre alimentation. Eh bien, vous devez déjà vous-même être prêt à vouloir changer. Donc il y a la prise de conscience, je veux changer avec un objectif. Il faut faire une mise à jour. C'est ça maintenant il faut dire. Oui, puis il faut des objectifs, il faut se dire tiens j'aimerais être comme ça, donc comment est-ce que je vais y arriver? Puis après vous avez un plan, un parcours, un chemin, et puis après tous les jours il faut vous y tenir. C'est comme l'alimentation, hein. Si vous vous dites, je peux comparer ça avec la digital detox, qui est plus connue d'ailleurs que ce que je fais moi. Si vous vous dites je veux changer d'alimentation, vous arrêtez de manger pendant 3 jours, ou vous arrêtez de consulter votre smartphone pendant 3 jours, votre corps et votre cerveau va faire une réaction un peu de panique. Donc là, une fois que vous avez pris conscience, défini les objectifs, après il faut une méthode pour atteindre vos objectifs. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. C'est comme si vous vous préparez pour un marathon. Vous pouvez pas vous dire demain je vais faire le marathon de New York, j'ai été courir 2 fois. Coucou la vie. Vous allez avoir un petit souci physique. Par contre, si vous voulez faire le marathon de New York, il y a
Il y a des méthodes, alors je les connais pas toutes, mais vous pouvez trouver un programme qui vous dit, une année à l'avance, vous devez commencer par étapes, vous faites 1 heure, 2 heures, enfin voilà. Et le problème, c'est qu'on va faire le marathon de New York avec le téléphone dans la poche. Donc il nous quitte jamais parce qu'on a toute notre vie dedans aujourd'hui. C'est ça le problème en fait, c'est que cet objet il ne nous quitte plus et on peut plus le quitter. On peut même l'utiliser comme clé de voiture. Enfin j'entends, ça devient aujourd'hui un objet incontournable en fait. Tout à fait. Il est central. D'ailleurs j'ai regardé hier les statistiques. Il y a 6,7 milliards de smartphones dans le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui moi je suis pas venu ici pour vous dire d'arrêter d'utiliser votre smartphone, mais je suis là pour vous dire de mieux l'utiliser. Et c'est vrai que quelqu'un me disait, j'ai un ami à Genève qui me disait mais moi j'ai tout sur mon téléphone, je peux plus m'en passer maintenant. Donc la question c'est mieux l'utiliser et la pertinence, parce que dans le bien-être digital, je dévie un petit peu, mais si vous perdez votre téléphone aujourd'hui vous êtes un peu coincé. C'est ça. Donc vous devez aussi prévoir des plans B pour être sûr que vous avez toutes vos cartes de crédit dans votre téléphone, vous le perdez, vous n'avez plus de carte de crédit, vous êtes bien embêté. Donc le bien-être digital c'est la partie on va dire digital et virtuel, mais dans le monde réel aussi, il faut pouvoir avoir des outils qui vous permettent de continuer à vivre correctement sans être en mode panique, avec le FOMO, la nomophobie par exemple. Merci Gabriel Péton. On pourrait vous écouter pendant des heures parce que c'est passionnant, c'est intéressant. Il faudra revenir pour une autre émission parce qu'on a encore 15 000 questions à vous poser. On a reçu beaucoup de messages. Merci d'ailleurs pour tous ces messages que nous avons reçus au 079 121 9000. Ce livre, Être présent, c'est vos termes. C'est une prise de conscience en quelque sorte. C'est pas un mode d'emploi, mais c'est véritablement quelque chose qui va nous permettre de prendre conscience de ce monde dans lequel on vit. Oui, c'est vraiment une prise de conscience parce que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on doit lever la tête du guidon. Et ce livre permet de lever la tête du guidon. C'est vrai que la méthode que j'ai écrite, qui s'appelle Master Your Digital Habits, c'est en 5 étapes. Elle est explicitée dans le livre, mais pour ça, il faut vraiment avoir un programme et un planning, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir changer vos habitudes digitales. Auto-édité, on le trouve où ? Vous le trouvez sur Amazon, en livre broché papier. Sinon, il est disponible un peu partout, à la Fnac. Dans les bonnes librairies. Alors, j'ai pas de point de vente physique, donc là, je bénéficie justement des avantages du numérique. Il y a toujours des avantages. Il y a un paradoxe dans tout ça. Alors, c'est comme je dis toujours, parce qu'on me dit, alors t'es sur les médias sociaux et tout, alors que tu dis qu'il faut moins les regarder. Et en fait, j'ai essayé d'envoyer des fax. Mais j'ai pas eu beaucoup de réponses. Ça veut dire qu'il faut vivre avec son temps. Moi, je suis sur les médias sociaux pour aider les personnes aussi à peut-être moins y être. D'accord, très bien. Mieux y être, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin, Gabriel Péton. On vous souhaite le meilleur et bravo pour votre bouquin. On le rappelle, une prise de conscience. On vous dit à bientôt. Oui, j'ai un dernier message, si vous me permettez. On va essayer d'utiliser la viralité aujourd'hui que nous offrent justement les médias sociaux. Donc, si vous avez apprécié cette émission, j'invite les auditeurs à partager cette émission qui sera rediffusée plus tard sur les médias sociaux à 3 personnes de leur entourage qui vont la partager ensuite après à 3 personnes de l'entourage et ainsi de suite pour voir si la viralité fonctionne. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour ce message. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part ça ? Beaucoup de plaisir.